Donc, Liège Créatif, pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient peut-être pour la première fois, c'est une dynamique de l'Université de Liège qui vise à offrir un espace de rencontre permanent entre les acteurs de l'innovation, avec vraiment cette volonté de décloisonner les univers entreprise-recherche pour faire circuler les recherches en cours, faire circuler les développements ici du monde de l'entreprise, les besoins aussi, essayer de créer des connexions entre ces milieux pour qu'ils travaillent ensemble à trouver des solutions pour demain. Et quand on réfléchit aux solutions pour demain, on pense évidemment directement aux enjeux environnementaux, à la nécessité notamment de réduire les émissions de CO2. Et on sait que la transition énergétique est vraiment clé dans les objectifs qu'on se fixe à l'horizon 2030-2050, et que dans ce défi, les villes ont un rôle à jouer notamment. Et quand on évoque les villes, eh bien, le concept d'éco-quartier apparaît plein de promesses pour toute une série d'avantages et de retombées positifs. Alors, aussi bien en termes de mobilité que de circulation, de projets sociétaux, mais aussi évidemment en termes d'énergie. Et c'est sur ce point-là qu'on va se consacrer aujourd'hui en parlant des réseaux de chaleur, avec deux intervenants que je remercie d'avoir accepté notre invitation, Thibaut Résimond et Grégory Tilt. Merci d'être là. Alors, c'est d'abord Thibaut qui commencera, et puis Grégory pour la partie NJ, industrielle. Donc, Thibaut est doctorant au sein du laboratoire de thermodynamique du département aérospatial et mécanique en sciences appliquées à l'Université de Liège. Il va d'abord nous rappeler un petit peu ce que représente la consommation de chaleur pour le chauffage de bâtiments, avec des chiffres à l'appui. Et puis, il va nous définir ce qu'est un réseau de chaleur, de quoi on parle, comment ça fonctionne, en quoi c'est évidemment une solution positive, mais il va aussi pointer les principales difficultés qui freinent un peu le développement de ces réseaux de chaleur actuellement. Et il partagera également ses travaux qui sont focalisés actuellement sur un réseau de chaleur à Herstal. Ensuite, donc, nous passerons à Grégory Tilt, qui est ingénieur électricien de formation. Il a également un master en finance de Solvay. Si j'ai bien compté, il cumule à peu près 15 ans chez Engie, à différentes fonctions. Et il travaille aujourd'hui dans la division des solutions pour la transition énergétique. Je résume, je pense que c'est que c'est précis. Et donc, lui, il va nous présenter les solutions amenées par Engie pour activer cette transition zéro carbone. Il nous parlera de ces systèmes d'énergie collectifs en s'appuyant sur la vision d'Engie à travers des solutions intégrées. Et il nous parlera aussi de ce développement avec une visée holistique, c'est-à-dire en tenant compte de toutes les parties prenantes dans ces systèmes à développer, puisqu'évidemment, ça implique et ça intègre les autorités publiques, les occupants, les propriétaires, mais aussi les développeurs comme Engie, par exemple. Voilà, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présent aujourd'hui. C'est très intéressant de voir tous les mots qui ont déjà défilé parce que ça m'évoque pas mal de choses. Et merci à Liège Créatif de nous donner l'opportunité de rester connectés. Donc voilà, en parlant connexion, c'est vrai qu'une thématique qui est quand même dans laquelle la connexion est primordiale, ce sont les communautés d'énergie. Et c'est en partie ce sur quoi je travaille. Moi, je travaille plus particulièrement sur les réseaux de chaleur. Donc, ceux à qui j'ai pas eu l'occasion de me présenter. Donc, je suis doctorant au sein du laboratoire de thermodynamique ici à l'Université de Liège. Et du coup, je travaille sur les réseaux de chaleur. Alors, on parle beaucoup en fait dans la transition énergétique d'électricité et de transport pour décarboner nos systèmes énergétiques, mais on parle en fait très peu de chaleur. Sauf qu'en fait, la chaleur, elle représente 50% de la demande finale en énergie au sein de l'Union européenne. Donc, c'est non négligeable. C'est la principale consommation par rapport à l'électricité et au transport. Et si on regarde comment est produite cette chaleur, on se rend compte qu'elle est principalement produite par des combustibles fossiles actuellement. Et voilà, vous convenez que chez vous, normalement, vous avez une chaudière gaz ou une chaudière fuel. Pour ceux qui ont une maison plus moderne, vous avez peut-être une pompe à chaleur, mais c'est pas encore la norme. Sauf que quand on regarde en fait les émissions de gaz à effet de serre de ces différentes technologies, en fait la chaudière gaz et la chaudière fuel sont très émettrices en CO2. Une chaudière gaz, par exemple, elle émet 227 grammes de CO2
C'est 35% de plus qu'un radiateur électrique si on considère le mix électrique français. Ici, c'est basé sur des chiffres français. Et c'est 4,5 fois plus qu'une pompe à chaleur en termes d'émissions CO2. Donc, on peut rapidement faire le lien et se dire qu'on ne peut pas vraiment atteindre les objectifs fixés au niveau européen de réduction de gaz à effet de serre si on ne change pas notre mix énergétique, notamment au niveau de la chaleur. Alors, des solutions alternatives, il en existe. Il y a la chaudière bois, la pompe à chaleur, et les réseaux de chaleur qui sont en France pas mal développés. Et ici, en moyenne, un réseau de chaleur en France émet 100 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure de chauffage produit. Et donc, si on regarde plutôt maintenant le cas de la Belgique, ben, la tendance est la même qu'en Europe. Donc, on a un peu plus de la moitié de notre demande finale en énergie qui est consacrée uniquement au chauffage et au refroidissement. Et parmi toute cette consommation de chauffage et refroidissement, plus de la moitié, encore 51%, est consacrée uniquement au chauffage des bâtiments, donc du résidentiel. Donc, c'est non négligeable. Et si on fait un petit calcul rapide, par exemple, avec les chiffres que je vous ai montés précédemment, eh bien, on peut réduire largement nos émissions de CO2. Donc, si on remplaçait la partie produite en chaleur par du gaz simplement par des réseaux de chaleur, avec les chiffres précédents, on pourrait économiser 4 millions de tonnes de CO2. Alors, 4 millions de tonnes de CO2, ça ne vous parle peut-être pas en ordre de grandeur, mais 4 millions de tonnes de CO2, c'est l'équivalent des émissions annuelles d'1,5 million voitures en Belgique. Donc, c'est 25% du parc automobile belge. Donc, pour faire l'analogie, on peut se rendre compte rapidement que c'est énorme, en fait, 4 millions de tonnes de CO2. Alors, je vous ai parlé de pompes à chaleur et de chaudières bois, et vous vous dites pourquoi on n'utilise pas ces technologies-là qui, au final, sont moins émettrices en CO2 qu'un réseau de chaleur, vu les chiffres que je vous ai montrés. Mais l'intérêt des réseaux de chaleur, l'avantage, c'est que ça peut introduire en fait d'autres sources de chaleur, comme la chaleur résiduelle. Donc la chaleur résiduelle, c'est la chaleur, par exemple, issue de procédés industriels qui peut être récupérée ou revalorisée gratuitement ou presque. Et donc si on regarde ici la carte pour la Belgique, on estime qu'il y a certains points en Belgique qui sont intéressants au niveau de récupération de chaleur. Par exemple, à Anvers, dans la région d'Anvers, on a pas mal d'intérêt de récupération de chaleur parce qu'il y a une industrie pétrochimique qui permet de récupérer cette chaleur. Et on estime en Belgique que la chaleur résiduelle disponible est d'environ 58 TWh, sachant que la consommation de chaleur des bâtiments annuelle est de 85 TWh. On peut se rendre compte rapidement que cette chaleur résiduelle pourrait couvrir une partie de la consommation de chaleur pour le chauffage des bâtiments. Alors, cette chaleur, il faut la connecter au consommateur et c'est là que les réseaux de chaleur interviennent. Donc, le réseau de chaleur, c'est quoi? C'est une sorte de puzzle géant constitué de 3 types de pièces différentes. Donc, tout d'abord, vous avez la source de chaleur ou les sources de chaleur, il peut y en avoir plusieurs, qui sont de type multiple. Donc, vous avez de la biomasse, de la géothermie, ça peut être des incinérateurs de déchets, je vais vous montrer un exemple plus tard, ou la chaleur résiduelle, autrement dit chaleur fatale, dont je vous parlais précédemment. Ensuite, il y a les consommateurs, évidemment, qui peuvent être de type varié aussi. Ça peut être des bureaux, des appartements, des maisons. Et enfin, l'élément le plus important pour relier ces sources en fait aux consommateurs, ce sont les conduites. Donc, le rôle des conduites, c'est d'acheminer de l'eau chaude pressurisée des sources de chaleur jusqu'aux consommateurs. Cette eau chaude est ensuite refroidie chez les consommateurs pour retourner dans la source de chaleur, vers la source de chaleur, afin d'être réchauffée. Alors, il y a des exemples modernes qui sont développés qui utilisent de la chaleur fatale. Par exemple, le premier exemple assez original, c'est en Suède, on a un réseau de chaleur qui est en train de se développer et qui utilise la chaleur issue d'un accélérateur de particules. Donc, un accélérateur de particules, ça dégage beaucoup de chaleur et cette chaleur peut être récupérée pour alimenter des foyers en chaleur. Évidemment, je pense que tout le monde n'a pas un accélérateur de particules à côté de chez lui. Donc, il y a des sources qu'on retrouve plus chez nous, comme par exemple des réacteurs nucléaires, même si elles sont soumises au débat en ce moment, mais qui pourraient aussi servir de source de chaleur pour alimenter un réseau de chaleur. En Chine, par exemple, ils misent beaucoup sur les réacteurs nucléaires pour alimenter en chaleur leur ville. Et par exemple, à Hayang, pour fin 2021, ils aimeraient bien alimenter toute une ville avec un réacteur nucléaire. Et alors enfin, on a un exemple encore plus proche de chez nous, qui en réalité est à côté de Liège, enfin qui est dans Liège. C'est l'exemple du réseau de chaleur qui va être développé à Herstal. Donc le but, c'est de connecter un incinérateur de déchets qui actuellement ne produit que de l'électricité via l'incinération issue de la combustion des déchets et de connecter certains consommateurs aux alentours de l'incinérateur. Et notamment une serre tropicale, je vais vous l'expliquer plus tard, qui a un profil de consommation bien particulier, intéressant pour un réseau de chaleur.
Alors, les réseaux, donc là, je vous ai montré des exemples plutôt modernes. Maintenant, les réseaux, en fait, existent depuis plus de 100 ans. Le premier réseau, par exemple, a été construit en 1881, c'était à New York, et on avait un réseau, en fait, qui chauffait de l'eau sous forme de vapeur grâce à du charbon. Alors, ce réseau, il est toujours en place, donc ça fonctionne bien, sauf qu'évidemment, vu les objectifs environnementaux actuels, on n'a plus vraiment cette forme de réseau. Tout d'abord parce qu'on n'a plus trop envie d'utiliser du charbon, et en plus parce que la vapeur, en fait, est à très haute température. Donc, c'est pas très intéressant de chauffer à haute température parce qu'il y a beaucoup de pertes thermiques. Donc maintenant, on est en train de passer vers des réseaux de nouvelle génération et on parle de réseaux de quatrième génération. Donc, ces réseaux de quatrième génération, en fait, ce sont des réseaux qui permettent d'intégrer des énergies renouvelables et de travailler à beaucoup plus basse température. Et par exemple, un des intérêts, ce serait d'intégrer ces énergies renouvelables grâce à des pompes à chaleur. Les réseaux, en fait, ont un gros potentiel pour, par exemple, utiliser l'électricité produite des éoliennes pendant la nuit. Donc, il faut savoir que l'électricité produite doit toujours être consommée. Donc, la production doit être égale à la consommation à tout moment. Mais une éolienne qui tourne la nuit va produire de l'électricité qui ne va pas spécialement être consommée par les consommateurs, car la consommation est moins grande pendant la nuit. Donc, première solution, on peut stocker électriquement cette électricité et la réutiliser plus tard, sauf que ça a un coût quand même conséquent. La deuxième solution, ce serait d'intégrer une synergie en différents vecteurs, donc c'est-à-dire de produire de la chaleur en fait avec l'électricité qui est à bas coût grâce à des pompes à chaleur. Et alors ensuite, cette chaleur, elle est stockée dans des stockages thermiques via un réseau de chaleur, et ça permet en fait d'utiliser l'électricité renouvelable et donc de décarboner partiellement le secteur énergétique. Alors là, je vous ai présenté tous les avantages, mais il y a quand même quelques freins actuels au développement, et c'est c'est sur ces freins que je vais essayer d'agir via mes recherches pour montrer l'intérêt des réseaux de chaleur. Donc tout d'abord, au niveau politique, il y a quand même pas mal de freins, car elle est assez défavorable pour l'introduction des réseaux de chaleur. On ne met pas assez en avant l'intérêt environnemental en fait des réseaux de chaleur pour réduire les émissions de CO2. Au niveau légal aussi, on n'a pas vraiment de cadre actuel en Belgique, donc c'est très compliqué pour un porteur de projet d'aller développer un réseau de chaleur, sachant que les consommateurs peuvent décider ou non de se connecter à ce réseau de chaleur. Vous avez déjà une chaudière au gaz chez vous, donc vous n'êtes pas spécialement obligé d'aller vous connecter à un réseau de chaleur. Si vous voulez vous chauffer indépendamment du réseau de chaleur, vous pouvez. Donc, il y a aussi une question sociale, du coup, qui nécessite un changement des mentalités. Parce que là, les gens ont une solution qui fonctionne chez eux, qui permet de se chauffer au gaz ou au fioul, par exemple, mais on pourrait développer des réseaux de chaleur et il faut que les gens soient prêts, du coup, à être connectés à ces réseaux de chaleur. Et le dernier frein qui, pour moi, est, je pense, le plus important dans le développement des réseaux de chaleur, et il y a pas mal de mots qui sont apparus lors de l'introduction ici à ce propos, sont les coûts d'investissement initiaux liés aux travaux, à l'infrastructure nécessaire à développer. Ces coûts sont très importants et les investisseurs n'ont pas toujours envie d'investir, sachant que le retour sur investissement ne sera pas immédiat. Et donc, c'est là que moi, j'interviens et j'essaie vraiment de jouer sur 2 des 4 freins. Tout d'abord, au niveau politique, je vais essayer de prouver via cette présentation que les réseaux de chaleur ont un intérêt environnemental en intégrant des sources de chaleur fatales et en réduisant partiellement les émissions de CO2. Mais également au niveau économique, en prouvant que ça peut être profitable d'intégrer un réseau de chaleur dans une grande ville, enfin dans une grande région géographique de quelques kilomètres carrés. Alors pour ce faire, c'est là que je développe un outil en fait d'optimisation, donc un outil de décision plutôt, qui démarre d'une carte. Donc c'est un système d'information géographique qui peut considérer n'importe quelle zone donnée. Et cette zone donnée, on va relever en fait toutes les consommations de chaleur, le type de bâtiment, et toutes ces informations vont être mises dans des fichiers Excel qui vont servir de paramètres en entrée. Ces paramètres en entrée sont alors utilisés dans un modèle d'optimisation. Et ce modèle d'optimisation, son but, c'est d'optimiser un potentiel réseau de chaleur à installer dans la zone géographique étudiée sous certaines contraintes. Vous allez le voir plus tard, il y a des contraintes quand même liées au réseau de chaleur. On ne peut pas tout faire n'importe où. Et le but, alors, c'est d'optimiser en fait le coût, donc en fait de maximiser les revenus. Et s'il est profitable de tracer un réseau, du coup, on le sort sur la carte ici et on a un tracé de réseau de chaleur avec la source de chaleur à utiliser. Je vais vous donner un exemple concret par après. Alors, l'exemple d'Erstal, du coup, dont je vous parlais tout à l'heure avec l'incinérateur de déchets, on a donc un incinérateur de déchets ici qui a une capacité maximale de 100 MW thermique qu'on pourrait utiliser pour alimenter la ville, la région d'Erstal aux alentours. Et on identifie également une zone constructible de 50 000 m² ici, où on pourrait soit construire de nouveaux logements, soit plutôt installer une source de production de chaleur alternative
qui pourraient également alimenter le réseau de chaleur. Donc ça, ce sont les données d'entrée ici pour la région étudiée. Et à partir de là, on définit certains paramètres. Donc il y a 3 types de paramètres. Tout d'abord, des paramètres économiques. Donc ici, vous voyez le taux d'actualisation, la période d'investissement du projet, parce qu'en fonction du type d'investisseur, on définit une période d'investissement variée. En général, ici, c'est 30 ans. Et un prix de vente de la chaleur. Ce prix de vente de la chaleur, lui, il est fixé en fonction des concurrents principaux. Donc ici, ça va être le gaz. Je vais montrer un graphique après avec le prix du gaz comme comparatif. Mais c'est ce prix de vente de la chaleur qui génère les principaux revenus nécessaires à la viabilité du réseau, la viabilité économique, évidemment. Ensuite, il y a un deuxième type de paramètres qui sont plus liés vraiment à la zone géographique étudiée. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, il faut que les gens soient d'accord d'être connectés à un réseau. On ne peut pas les obliger à se connecter au réseau de chaleur. Donc, il faut faire une prospective et aller enquêter chez les gens et voir à quel prix ils seraient prêts à se connecter au réseau de chaleur. Et à partir de là, on peut estimer plus ou moins quel pourcentage dans chaque rue du réseau potentiel serait connecté. Alors, il y a aussi un paramètre de capacité de production. Donc, par exemple, pour l'incinérateur, on a maximum 100 MW thermiques disponibles à distribuer dans les rues aux alentours. Et enfin, une contrainte urbanistique assez importante, c'est l'espace disponible dans le sol des rues. Donc, parce que vous avez déjà des conduites en fait de gaz, des conduites de télécommunications, et il faut placer une 3e conduite en plus encore, qui serait la conduite qui est, enfin 4 conduites, puisqu'il y a une conduite d'eau chaude et d'eau froide, pour acheminer la chaleur et la ramener vers la source de chaleur. Et enfin, on a un dernier type de paramètres qui sont plus, je dirais, de l'ordre politique, qui permettent de tenir compte de certaines contraintes politiques. Par exemple, si on veut obligatoirement alimenter un consommateur de chaleur dans une ville, on peut le spécifier dans l'outil. Donc, par exemple, ici, pour la serre tropicale dont je vous parlais, à Herstal, l'idée, c'est vraiment d'obligatoirement connecter cette serre avec un réseau de chaleur et pas d'utiliser une autre source de production de chaleur. On peut également appliquer l'outil à une extension de projet existant ou encore intégrer des sources d'énergie déjà existantes. Et donc, à partir de là, on maximise un objectif. L'objectif, en fait, c'est de maximiser le cash flow net. Donc, en d'autres termes, en fait, c'est maximiser les revenus sur la période d'investissement déterminée. Et donc, en fait, ce cash flow net, c'est les revenus de la chaleur auxquels on retire tous les coûts d'investissement. Donc, d'abord, les CAPEX. Donc, ça, ce sont vraiment les coûts d'investissement initiaux. Donc, c'est-à-dire les coûts des centrales qui sont nécessaires à produire de la chaleur, le coût des conduites, le coût des sous-stations aussi. Les sous-stations, c'est ce qui permet l'échange de chaleur entre la source de chaleur et les consommateurs. Et ensuite, on a les coûts variables, donc les OPEX, qui tiennent compte de la production de chaleur et qui tiennent compte également des coûts de pompage, parce qu'il faut acheminer en fait l'eau des sources de chaleur jusqu'au consommateur. Alors, à quel prix de vente? Ça, c'est maintenant ce qu'on doit déterminer. À quel prix de vente de la chaleur est-ce qu'on peut imposer quel prix de vente de la chaleur peut-on imposer pour le vendre de manière profitable aux consommateurs? Le principal concurrent, c'est le gaz. Et si on regarde le prix moyen du gaz en Europe, on est environ à 7 cents du kilowattheure. Donc ça va servir de base en fait pour essayer de trouver une solution alternative au gaz. Et à partir de ce prix de vente de la chaleur, mes recherches sont parties d'un premier cas test simple qui vraiment considère juste la zone aux alentours de l'incinérateur de déchets qui est représenté ici et qui intègre une serre. Donc, il y a juste quelques rues et la serre est à côté de l'incinérateur de déchets. Et je considère ici 3 sources de chaleur disponibles. En réalité, il y a l'incinérateur de déchets ici qui a un prix de production d'environ 3 cents du kilowattheure et 2 sources alternatives qu'on pourrait considérer à des prix de production un peu plus élevés. Et donc, l'intérêt de la serre, en fait, ici, vous allez le voir, c'est que cette serre, donc on voit la demande de chaleur de la serre, elle a une demande de chaleur toute l'année. Elle n'est jamais nulle, cette demande de chaleur. Sauf qu'en été, en général, en fait, la demande générale, elle est nulle ou quasi nulle parce que vous n'avez pas besoin de vous chauffer en été. Et donc, l'intérêt d'ajouter une serre ici dans le quartier, c'est de dire, OK, on a maintenant un consommateur de chaleur qui va nous acheter de la chaleur toute l'année et on n'aura pas des revenus nuls en été. Et alors, à partir de là, l'outil de décision a été utilisé pour déterminer un premier cas simple, des premiers résultats simples, mais intéressants. Donc, tout d'abord, avec un prix de vente de 7 cents du kilowattheure, on voit qu'il est intéressant d'utiliser la source de production la moins chère, qui est ici l'incinérateur de déchets. Pourquoi elle n'est pas chère, en fait, cette source? Parce que déjà, elle est existante, et deux, en fait, on utilise des déchets qui sont gratuits, c'est un combustible gratuit, puisqu'on doit éliminer ces déchets par incinération. Donc, ça ne coûte pas très cher de produire cette chaleur via les incinérateurs. Et l'impact après de l'outil, c'est de voir si on diminue ce prix de vente de la chaleur pour rendre encore plus attractif un réseau de chaleur pour les consommateurs qui aimeraient se connecter au réseau de chaleur, mais à un prix raisonnable. On essaie de voir quelles rues vont être connectées dans le quartier. Et là, on voit qu'en diminuant ce prix, toutes les rues ne sont plus connectées.
et que certaines rues, en fait, ne sont pas assez profitables économiquement pour être connectées. En réalité, ce qui se passe, c'est que les rues connectées sont les rues qui ont une demande non nulle de chaleur et qui sont intéressantes. Donc ici, c'est surtout la serre qui doit continuer à être connectée parce qu'elle a une demande de chaleur non nulle, comme je vous le disais. Et donc, du coup, on fait passer le réseau par des endroits où c'est intéressant économiquement de connecter les rues tout en alimentant la serre. Et il y a un prix de vente critique en deçà duquel, en fait, on construit plus de réseau. Et dans ce cas-là, c'est plus profitable de rester avec une chaudière au gaz chez chaque personne parce qu'avec un prix de vente de 4 cents du kilowattheure, il n'y a plus d'intérêt de construire un réseau parce qu'il n'y a plus de revenus suffisants pour faire un profit. Et au niveau environnemental aussi, il y a un intérêt parce qu'en fait, en utilisant cette source de chaleur d'incinérateur de déchets par rapport à des chaudières gaz classiques comme vous avez chez vous, en fait, on fait une économie de 25% d'émissions CO2. Donc, c'est vraiment l'intérêt aussi tant économique qu'environnemental de construire un réseau dans cette zone donnée. Alors, on peut étudier l'influence de certains paramètres. Par exemple, on peut étudier l'influence de la capacité de production disponible ou la surface disponible. Imaginons que l'incinérateur de déchets n'ait pas une capacité thermique suffisante pour alimenter tout le réseau. Là, l'outil détermine qu'une deuxième source de chaleur doit être utilisée, mais cette source de chaleur, elle coûte un peu plus cher. Et donc, du coup, on construit toujours bien tout le réseau, mais on fait une perte de revenus puisqu'on produit nos coûts moyens de production de la chaleur est légèrement supérieur au cas précédent. Et enfin, on peut aussi étudier l'influence de l'espace disponible dans le sol des rues sur le tracé du réseau. Ici, si vous ne pouvez pas construire, par exemple, sur l'arrêt de Pointillé, une conduite dans la rue, en fait, vous êtes obligé de faire un contour. Vous ne construisez juste pas l'arrêt ici et votre tracé va légèrement changer. Et vous faites également une perte de revenus parce que vous ne vendez pas de chaleur dans cette rue-ci. Alors ici, on est parti d'un cas existant avec un incinérateur de déchets, mais imaginons qu'on remplace cet incinérateur par une énorme pompe à chaleur et un stockage thermique. On a également un intérêt environnemental et économique. Donc, une pompe à chaleur, en fait, c'est un coût de production très variable de la chaleur. Pourquoi? Parce que, premièrement, ça dépend du coût de l'électricité sur le marché. Et donc, ce coût de l'électricité, par exemple, quand une éolienne tourne et que la production est supérieure à la consommation, le prix de l'électricité est très faible. Et donc, on pourrait imaginer que cette électricité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est utilisée à ces moments creux de la journée pour produire de la chaleur. Et ça dépend également d'un deuxième facteur qui, en fait, sont les conditions météorologiques extérieures. Pour une pompe à chaleur, en été, en fait, plus la température extérieure est élevée, plus votre coefficient de performance sera haut. C'est-à-dire que pour 1 kWh électrique utilisé dans votre pompe à chaleur, vous allez produire plus de chaleur. Et donc, à partir de cette pompe à chaleur et ce stockage thermique, on pourrait en effet construire un réseau. Et l'intérêt du stockage thermique, c'est de remplir ce stockage thermique en été. Comme vous pouvez le voir sur le graphe ici, en été, le coût de production de la chaleur, il est assez faible, puisque le coefficient de performance de la pompe à chaleur est élevé. Et donc, du coup, on a un plus faible coût de production de la chaleur. Et vous pouvez remplir votre stockage, puisqu'en fait, en été, vous consommez moins de chaleur. Et vous déremplissez votre stockage en automne-hiver, lorsque votre consommation de chaleur augmente et que votre coût de production de la chaleur est plus élevé. Donc ici, on peut voir également que des technologies alternatives qui permettent l'introduction d'énergies renouvelables pourraient être favorables au réseau de chaleur. Alors ici, je vous ai présenté un petit cas simple de 16 rues seulement, mais l'idée, c'est de l'appliquer maintenant à toute la région d'Herstal. Et donc toute la région d'Herstal, ici, si on l'applique à une zone de 3 km² aux alentours d'Herstal, eh bien voilà, on peut avoir un tracé sur une carte. Et donc cette carte, en fait, va en noir recenser toutes les rues qui doivent être construites avec l'épaisseur des lignes qui est relative en fait au diamètre installé dans les rues. Et donc, en noir, on a les arrêts construites, enfin les rues construites. Et en orange, on a des rues qui ne sont pas alimentées par le réseau de chaleur. Et donc, l'outil permet premièrement de décider quelle rue alimenter ou non. Et deuxièmement, de décider quelle puissance thermique de l'incinérateur de déchets doit être consacrée au réseau de chaleur pour optimiser les coûts, c'est-à-dire maximiser les revenus. Alors ici, on a un tracé géographique et on peut aussi avoir quelques paramètres et quelques facteurs économiques en sortie, comme l'estimation des coûts d'investissement initiaux nécessaires pour alimenter la zone étudiée, mais aussi quels sont les profits à long terme sur la période d'investissement du réseau. Et enfin, surtout, l'intérêt environnemental, c'est-à-dire la réduction d'émissions CO2 par rapport à nouveau au cas de référence, c'est-à-dire avoir des chaudières au gaz dans chaque maison qui alimenteraient les maisons en chaleur.
Et donc, tous ces facteurs économiques combinés avec une estimation de la valeur présente nette du projet permettent vraiment de voir si le réseau est profitable ou non. Ici, par exemple, on estime la valeur présente nette du projet sur la durée d'investissement et on voit qu'à partir de 10 ans, nos revenus totaux deviennent positifs. Donc, la période de retour sur investissement est d'environ 10 ans. Donc ça, c'est vraiment l'utilité finale de l'outil, de l'appliquer à une grande région, enfin une zone de quelques kilomètres carrés, et de voir quel est le réseau optimum. Donc voilà, donc ici, j'ai essayé de présenter en 20 minutes mes recherches de manière condensée et essayer de prouver que voilà, il y a un intérêt au réseau de chaleur dans les villes. Maintenant, moi ici, j'ai une approche plus théorique et je pense que Grégory va pouvoir vraiment plus vous montrer en détail l'intérêt pratique des réseaux de chaleur avec beaucoup de cas concrets qui sont en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Donc voilà, si vous avez des questions, je serais heureux d'y répondre et d'avoir une discussion avec vous parce que je pense que c'est un sujet qui est très intéressant à aborder dans le cadre de la transition énergétique. Donc, pour faire le lien avec l'introduction, en effet, hein, de Delphine tout à l'heure et la présentation de Thibaut, bon, déjà, merci à Liège Créative de nous donner la possibilité d'échanger avec chacun d'entre vous aujourd'hui. Je ne vais pas me représenter, j'ajouterai peut-être juste qu'une grande partie de mon expérience chez Engie était plutôt dans la partie, on va dire, production électrique ou la partie renouvelable également. Et donc, c'est vraiment avec cet angle-là que moi, je rajoute une couche aux différentes équipes qui préexistaient au sein d'Engie Solutions déjà sur les éléments de chaleur. Donc, je pense que certains participants auront parfois aussi des expériences même plus précises sur certains réseaux de chaleur que je mentionnerai en exemple tout à l'heure. Mais c'est justement l'intérêt, particulièrement dans ces sujets, d'aller croiser les perspectives et de se rendre compte que la chaleur n'est jamais qu'un élément parmi d'autres, un élément essentiel, comme l'a mentionné Thibaut, hein, si on veut vraiment réduire et atteindre nos objectifs environnementaux au niveau européen. Il faut s'attaquer au sujet chaleur. On commence, mais encore très peu en Belgique. Et donc, il y a réellement un potentiel sur ces différentes thématiques. Peut-être pour réintroduire Engie Solutions, les noms changent, les groupes changent, donc peut-être quand même passer quelques minutes à réintroduire qui sommes-nous. Hein. Donc, au niveau Engie Solutions en Belgique, on a un peu moins de 10 000 personnes. C'est en quelque sorte l'intégration qui a lieu l'an dernier des équipes Fabricom, Cofeli, Axima et une vingtaine de filiales de ces différentes activités qui sont maintenant regroupées sous le nom commercial Engie Solutions. On est organisé dans trois gros piliers. Un premier pilier qui est lié aux villes et infrastructures. Donc vraiment, on va dire les partenaires publics, avec vraiment l'ensemble des bâtiments et les infrastructures liées à ça. Un pilier industriel pour les besoins, on va dire, plus spécifiques, plus lourds, parfois plus exigeants également de ses clients. Et une vision qu'on appelle properties, qui est plutôt centrée autour du tertiaire, du B2B privé, non industriel, sachant que cette organisation centrée client et en fonction de la nature du client s'accompagne de beaucoup d'activités transversales qui s'appliquent à travers ces trois piliers, et les sujets dont on va parler aujourd'hui sont typiquement des sujets où on a tout intérêt à bénéficier des synergies entre les différents types d'usage du territoire qui vont vraiment nous permettre de trouver des synergies intéressantes. En termes de type de solutions, voilà, vu notre diversité d'activités, on va vraiment essayer de combiner et on n'est pas nécessairement lié à une technique ou à une solution spécifique. On va plutôt essayer de trouver des solutions intégrées et combinées pour les clients et dans un intérêt avec une stratégie où on essaie de plus en plus de pousser vers un intérêt environnemental. Voilà la liste, mais vous aurez la présentation par la suite en fait, des différents types d'installations ou de services que vous pouvez offrir. Venons-en maintenant au sujet du jour, hein, sur les écoquartiers. Thibaut a déjà bien introduit le sujet des réseaux de chaleur. Je ne vais pas reproduire ou réexpliquer ce qu'il a dit. J'essaie ici de prendre un peu plus de
de hauteur encore sur les ambitions qu'on peut avoir sur un territoire ou redéploiement de territoire. On a quand même en Belgique énormément de sites qui doivent être redéveloppés. On est plutôt dans la rénovation urbaine, on est plus dans la rénovation de champs industriels notamment, voire de création de nouvelles zones. Et il faut vraiment avoir une approche holistique sur ces différents sujets, sur l'approche énergétique globale du quartier. Beaucoup de thématiques sont à prendre en compte parce qu'elles ont des interfaces entre elles. Et donc, bien entendu, notre cœur de métier chez Energy Solutions, c'est plutôt axé au départ sur les sujets de production de chaud, de froid, la problématique énergétique. Mais de plus en plus, les thématiques de déchets, l'économie circulaire, les thématiques de mobilité innovante sont toujours en interface, et que ce soit seul avec ou avec des partenaires, il faut les intégrer et les analyser de manière conjointe pour en tirer le mieux pour les utilisateurs finaux. Ce qui est toujours très important, et l'organisation du marché au quotidien, où on va très vite avoir d'un côté peut-être des développeurs, d'un autre des installateurs, d'un autre des maintenanciers, d'un autre les usagers finaux, pour un peu simplifier. Chacun va avoir sa propre période d'analyse. Et ce qui est très important, c'est d'essayer d'aller au-delà de ce découpage des rôles pour avoir une approche complète sur la durée de vie globale des projets, des installations, et d'essayer vraiment d'optimiser dès la phase de design la configuration globale avec une vision long terme jusqu'au démantèlement, peut-être 30 ans, 50 ans plus tard, des différentes installations. Il y aura une durée de vie, le cycle de vie complet des installations. Alors, bien entendu, c'est déjà fait dans certaines thématiques, sur certains morceaux, et de là à le faire sur le développement complet d'un quartier, il y a encore du chemin à parcourir pour que ça devienne une approche systématique et plus une approche exceptionnelle dans certains cas de projets plus avancés sur la matière. Si je veux compléter, au-delà de l'optimisation d'un système de production de chaleur et de froid, c'est aussi l'interface avec les autres flux, les autres fluides notamment, ou les autres sources d'énergie. Donc, pourquoi avoir une approche intégrée? C'est pour pouvoir foisonner un grand nombre d'utilisateurs avec des profils de consommation différents, avec des besoins différents, que ce soit en électricité, en eau, en chaleur, en froid, pour aller déterminer les synergies potentielles. Par exemple, on peut avoir certains sites résidentiels où on va avoir une certaine consommation d'eau résidentielle, une récupération de chaleur sur l'évacuation des eaux usées, prise de douche notamment, ou machine à laver, lave-vaisselle, qui va permettre de déjà préchauffer l'alimentation en eau chaude pour le chauffage. Et ça, c'est déjà un élément à prendre en compte entre les circuits de l'eau et le circuit de chaleur. De la même manière, un développement quand même de plus en plus marqué, certes, des sources renouvelables en termes de production électrique, que ce soit du photovoltaïque, que ce soit aussi de la cogénération, qui peut être considérée quand même comme une optimisation des différentes productions. On va avoir là aussi un intérêt à aller foisonner les moments de consommation, à aller foisonner les profils pour peut-être contrôler la pompe à chaleur et le moment de fonctionnement de la pompe à chaleur là où il y a un excédent de production électrique. Un peu comme l'exemple que Thibaut mentionnait, autant faire fonctionner des installations électriques au moment où il y a du vent et les éoliennes produisent de l'électricité. C'est un peu le même principe déjà au niveau d'un premier quartier. Et les communautés d'énergie électrique qui se mettent en place avec un premier décret wallon qui a été voté, on attend toujours la mise en place des arrêtés wallons d'exécution, va permettre aussi de faire le lien avec tout ça. Le fait de foisonner et pourquoi grouper dans un réseau, c'est aussi pouvoir avoir accès à certaines sources renouvelables ou certaines sources de production qui ne sont pas nécessairement accessibles quand on regarde un petit projet ou un bâtiment pris isolé. Après, les objectifs
voilà, on a un outil complémentaire qui est le réseau, qui est le fait d'avoir une approche globale, mais quel sera l'objectif? Est-ce que ça sera un objectif environnemental? Est-ce que ça sera de réduction d'émissions de CO2, si c'est un des indicateurs principaux peut-être, ou le plus simple à analyser? Peut-être c'est un critère économique, peut-être utiliser un critère d'autonomie ou de circularité au niveau d'une zone. Mais ça dépend des objectifs d'un porteur de projet. Un porteur de projet, qu'il soit public ou qu'il soit privé sur une zone, peut avoir ces différents objectifs et différentes contraintes. On va souvent avoir comme contrainte aujourd'hui, ça ne doit pas être plus cher que l'alternative, mais ça doit être plus vert, avec moins de réduction. Sachant que ce n'est pas toujours évident, surtout quand le point de comparaison aujourd'hui sont parfois des chaudières gaz individuelles qui s'installent encore, par exemple, si on parle de logement, de manière très récurrente. Et en Wallonie, on n'a aucune imposition pour aller vers des systèmes collectifs. Et donc ça sera aussi la fixation de ces objectifs. C'est aux porteurs de projets, qu'ils soient privés ou publics, de le faire. Mais bien entendu, le cadre régulatoire va déterminer aussi les frontières du possible et parfois nous pousser à avoir encore des projets aujourd'hui qui ne sont pas aussi vertueux qu'ils ne pourraient l'être, avec parfois des différences économiques relativement marginales sur la durée de vie d'un projet. Donc, pour un petit gain à court terme, on hypothèque probablement les possibilités d'évolution de certains projets. Voilà. Le lien, et pour pousser encore l'analyse, c'est pour chacun des projets et pour le choix optimum à long terme, eh bien, il faut mettre, on va dire, différentes parties autour de la table, entre les développeurs, et là je parle plutôt peut-être d'un exemple de porteurs de projets privés, qui aujourd'hui quand même représente une bonne partie du potentiel de petits réseaux, eh bien, ils vont avoir peut-être des intérêts légèrement différents que celles des autorités publiques à long terme, qui pourraient peut-être projeter une vision de plus long terme avec les propriétaires ou même les occupants, qui ne sont pas nécessairement les mêmes, et tout ça, que ce soit dans des bâtiments de bureaux ou résidentiels. Et donc, l'idée, c'est d'un peu allier tout ça pour combiner en quelque sorte une approche zéro carbone, avoir des solutions implémentables. Il ne suffit pas d'avoir les idées, il faut aussi que ça puisse être déroulé à travers toutes ces parties prenantes. Le développeur n'est parfois pas présent après la phase de réalisation. Le propriétaire va aussi avoir ses propres contraintes, notamment financières, et de s'assurer de la longévité et de la robustesse à long terme des solutions. Il faut, d'une manière ou d'une autre, que certaines parties, et c'est ce qu'on propose de faire chez Engie Solutions, au final, fassent le lien et avoir une interface claire avec les développeurs qui va permettre au final de couvrir une partie énergétique, notamment de production de chaleur ou de froid, et des autres sujets dont on a déjà parlé, mais avoir une approche claire aussi vis-à-vis des propriétaires et des occupants, en termes de présence, en termes de qualité, en termes de performance des différentes installations. Parce qu'on parle des réseaux de chaleur, ça existe depuis très longtemps. Aller gérer la communauté d'énergie électrique en complément, aller peut-être ajuster des régimes de température en fonction des saisons pour aller chercher encore plus d'optimisation au niveau du réseau. Et voilà, ça nécessite quand même une fiabilité à long terme. Ensuite, sur les différents points d'attention, bien entendu, contraintes de calendrier, interface physique, changement de processus. Il y a quand même beaucoup de choses qui changent par rapport aux habitudes. Je vais un peu avancer maintenant un peu plus vite peut-être sur les différentes parties. On verra les différentes questions que vous pourrez avoir par la suite, mais c'est vraiment des choses à prendre en compte dès les phases de conception de projet, pour avoir une vision faisabilité, conception, installation, opération, continuité, vraiment sur la durée de vie, d'avoir des solutions qui peuvent être activées. Le lien, Thibaut a bien découpé les éléments de production, de stockage, de réseau et de fourniture.
tout ça est très lié. Et vouloir trop schématiser, à trop découper, ce qui est nécessaire dans un premier temps, est utile. Mais il ne faut pas oublier que si on veut aller chercher vraiment l'excellence en termes environnementaux, en termes économiques, il faut parfois aller plus loin et vraiment voir l'interopérabilité entre les différents éléments. Par exemple, la source détermine assez facilement les régimes de température, les foisonnements potentiels entre usagers également. Est-ce qu'on va utiliser une boucle unique tempérée pour aller foisonner des besoins en chaud et en froid sur la même boucle, ou est-ce qu'on va utiliser un système différencié, par exemple? Tout ça doit être, bien entendu, analysé de manière plus holistique. C'est maintenant, c'est un peu l'illustration. On est dans des investissements de long terme, on est dans des investissements sur de l'infrastructure, comme le mot revenait souvent. Si on veut atteindre les objectifs 2030, les objectifs 2050, c'est maintenant qu'il faut commencer, parce que le temps que les projets se mettent en place, il faut vraiment dérouler beaucoup plus loin. Je vais passer un petit peu pour aller peut-être quelques minutes sur les exemples. Ici, un exemple d'un projet par mes collègues aux Pays-Bas, à Utrecht, projet porté par des développeurs privés, donc d'un nouveau quartier avec une combinaison de zones commerciales, quelques bureaux et de logements. Source ATES, donc géothermie de faible profondeur à 6 couverts, où on va avoir typiquement un stockage saisonnier. C'est l'exemple que Thibaut mentionnait tout à l'heure, un stockage saisonnier entre l'été et l'hiver, où on va puiser la chaleur durant l'hiver pour alimenter essentiellement les logements, et on va réinjecter cette chaleur en été pour refroidir les locaux commerciaux. C'est typiquement l'exemple. Ici, sans aucune régénération, l'idée c'est quand même que la nappe phréatique reste à température, alors pas constante puisqu'elle évolue au niveau de la saison, mais en tout cas qu'il n'y ait pas de déviation d'année sur année, donc il y ait une neutralité annuelle sur l'utilisation de la nappe. Eh bien, il n'y a pas de régénération ici. Il y a une connexion par contre avec le réseau d'à côté qui est d'un autre opérateur et qui permet aussi parfois de faire la pointe ou d'échanger quand c'est utile. Un autre exemple qui est un exemple en France d'un réseau de chaleur, plutôt une approche concession publique cette fois, où on peut, on va dire, réaliser, exploiter différentes installations sur base d'un appel d'offres public, d'une autorité publique qui prend à sa charge en quelque sorte le fait de clarifier le projet, d'aller imposer peut-être une connexion aux différents usagers et de dérouler de manière plus mécanique. Donc, entre les Pays-Bas et la France, ici, on va avoir deux exemples, soit un projet porté par une autorité privée, ou en tout cas une partie privée, et ici, un cas porté par une autorité publique, ce qui permet bien entendu d'aller plus vite, puisque les travaux, la préparation du dossier a déjà été fait en amont, avec aussi le rôle des autorités qui est bien entendu plus marqué. Des petits exemples, il y en a aussi en Belgique, un petit réseau de chaleur qui va alimenter depuis l'incinérateur de Bruxelles Énergie le centre commercial d'Ox, sur lequel là, il y a une boucle aussi sur site qui est alimentée par l'incinérateur et une extension récente du réseau vers les serres de Laken pour l'alimentation. Et comme Thibaut le disait, ben oui, l'avantage des serres, c'est qu'il y a un besoin quand même relativement étendu. Ici, c'était plutôt dans le cadre du projet Rénovat et de contrats de performance énergétique, des rénovations de chaufferie avec de la biomasse, avec une alimentation aussi d'un réseau de chaleur. Au Sarre-Tillemont, je pense que certains d'entre vous connaissent encore mieux le dossier que moi. Ben voilà, ça fait plus de 20 ans que ce réseau est en exploitation, donc quand même un certain historique. Ce n'est pas nouveau, les réseaux de chaleur, et avec une rénovation récente des systèmes de production. Voilà, je pense que ça vous donne une introduction, en tout cas l'occasion de poser des questions.